Nous sommes de retour avec nos invités, Horus Donkovi Fioclou Adangwenou et Luis Kamako. Luis voulait réagir. Horus a dit quelque chose de fondamental tout à l'heure. En tout cas, les Africains, pour le moment, ne réagissent pas. L'Union africaine et autres. On ne les entend pas. Oui, justement. Et les appareils, en fait, les institutions africaines ne réagissent pas. Malheureusement, ce serait quand même le vœu ou bien le désir ardent de tout le monde. Mais je pense que ces institutions-là ne vont pas réagir juste parce que on connaît à peu près la position de tout, en fait, de chacun de ces chefs d'État-là qui composent ces institutions. Et au-delà, on pointe du doigt, est-ce qu'il y a une bonne relation qui existe, une bonne relation diplomatique qui existe entre ces États africains? Aujourd'hui, vous prenez un pays comme la RD Congo et le Rwanda, vous voyez comment les deux pays sont souvent à couteau tiré. Je pense que... Même si les deux présidents se sont rencontrés récemment. Oui, mais, mais quelque part, il y a ce qui se fait derrière, c'est-à-dire qu'on se sent, c'est-à-dire on sait que la tension, il y a une guerre froide entre les deux pays. Je ne viens pas ici pour mettre le couteau dans les plaies ou bien pour dire pour situer des incidents diplomatiques entre un État et un autre État. Mais aujourd'hui, en fait, le constat est là, juste parce que nos pays même, ils ont du mal à prendre leurs responsabilités. C'est vrai, qu'on nous dirait que les rapports de l'ONU sont souvent, en fait, ont un caractère impartial. Oui. Mais au-delà du tout, on aurait aimé que l'Union africaine ou bien les institutions africaines fassent d'abord ce rapport et qu'à la suite, l'ONU vienne en appui. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je pense que l'heure est peut-être sonnée pour que le vrai panafricanisme ou bien les Africains prennent leur destin en main. Fioclou, vous comprenez le silence radio de l'Union africaine et de tous les Africains sur ce sujet? Quand on parle des Nations Unies, aujourd'hui, c'est le Conseil de sécurité. Or, le Conseil de sécurité est divisé en deux blocs. Il y a la Chine, la Russie qui font bloc contre les Occidentaux. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, les Occidentaux mettent le problème des droits humanitaires en place. Or, la Chine et la Russie n'en font pas cas dans toutes les situations. Or, dans les mois à venir, ou bien dans les années à venir, si la Chine et la Russie ne tiennent pas compte du respect des droits de l'homme, quel que soit leur degré de développement, ils auront des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, il faut le respect des droits humains. Les histoires de minorités, tout ça, c'est chez eux qu'on a ce genre de problèmes. Or, en France, aux États-Unis, quand il y a de violation des droits de l'homme, on porte plainte. Il y a des organisations des droits de l'homme qui passent à la vitesse supérieure qu'on tait. Mais que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique australe, tous les pays africains ne sont pas dans cette même dynamique de respect des droits de l'homme. Il y a des violations, il y a des efforts qui se font, mais on trouve toujours des violations flagrantes des droits de l'homme. Aujourd'hui, l'Union africaine n'a pas réagi, comme l'a dit mon jeune frère. Et Horus. La CEAC n'a pas réagi et je ne vois pas pourquoi la Centrafrique va se taire. C'est pourquoi elle a pondu ce communiqué le gouvernement pour ne pas mettre en porte-à-faux son partenaire russe qui l'assiste aujourd'hui. Et c'est grâce aux Russes que les rebelles n'ont pas pu prendre Bangui. Et l'armée russe, les institutions russes et autres ont tout fait pour faire fuir les rebelles de la Centrafrique. Aujourd'hui, le gouvernement centrafricain a le vent en poupe, non pas parce qu'il y a exaction et violation des droits de l'homme, parce que le grand orgue russe est derrière le président. Moi, je voudrais rajouter quelque chose, parce qu'après, effectivement, quand on parle du Conseil de sécurité des Nations Unies, on parle des Occidentaux, de ce clivage et ainsi de suite, il faut reconnaître que pour un État comme la Centrafrique, les Occidentaux et notamment la France, ils sont pour beaucoup en ce qui concerne le manque de stabilité
dans ce pays. Quand vous prenez l'histoire de la Centrafrique, c'est un pays qu'on n'a jamais laissé respirer. Ne serait-ce que en commençant par la disparition de Barthélemy Boganda, donc on n'explique pas jusqu'à présent. Un accident d'avion. Dans un accident d'avion, on ne sait pas où c'est Dacko écrasé. David Dacko, Bokassa, Ange Félix Patassé. Non, pas il y a Ange Félix Patassé, il y a eu André Kolimba. André Kolimba. Voilà, donc, quand vous prenez l'histoire de la Centrafrique, c'est une histoire qui est particulièrement minée par les interventions françaises. Il ne s'agit pas, généralement, quand on commence à dire cela, on dit l'anti-français, il n'y a absolument rien de ça, c'est des faits historiques, c'est consultable partout. Et c'est un pays qui, très tôt, a été victime de ses richesses, victime de sa position stratégique et à qui, à aucun moment, on a donné la chance de pouvoir s'épanouir convenablement à cause de ses richesses. Donc, ce qui est dommage, c'est que ce sont les mêmes qui se sont évertués à alimenter les braises, qui ont qui ont droit au jugement. Ce sont eux qui vont se prononcer sur la respectabilité de ceux qui dirigent, la respectabilité de ceux avec qui ils doivent négocier ou pas, de la respectabilité des ressources, comment ils doivent les exploiter, ainsi de suite et tout ça. Et il y a quelque chose de blessant dans l'histoire. Donc après, malheureusement, il n'y a pas de bon colonialisme. Il n'y a que des intérêts. On verra dans l'avenir ce qu'il en est des rapports entre Centrafrique et Russie. Ce que moi je sais, et souvent je mets un bémol lorsque les gens sont particulièrement, on les étoile dans les yeux quand ils parlent de Russie, c'est qu'il y a une anecdote historique qui est très très intéressante, c'est celle de Samori Touré, qui est persuadé qu'il arrivera à se jouer des Français grâce aux Anglais. Sauf que les Anglais et les Français prennent soin, malgré leur litige, de signer un accord où on décide de ne pas lui vendre un certain type d'armes qui lui permettrait de se défendre lui-même. Donc c'est pour dire que pour moi c'est illusoire. C'est-à-dire je peux comprendre la stratégie de devoir se servir d'autres puissances pour pouvoir s'en sortir, mais il faut que les autorités centrafricaines comprennent bien que quel que soit la personne avec laquelle ils iront négocier, il s'agira d'intérêt. Et le rapport sera d'autant plus fort et d'autant plus impitoyable que les gens oublient que les Russes, et notamment les Chinois, reviennent de loin. Ça va être très compliqué pour des Africains de demander à une Russie qui a subi la guerre mondiale, où on a dû déplacer des usines, où les gens ont dû mourir dans les goulags, ou à une Chine qui a connu les boat people et ainsi de suite et tout ça, que vous n'êtes pas prêt à faire un certain niveau d'effort pour votre propre liberté. Par conséquent, ils seront encore plus impitoyables en termes de négociation avec vous que l'occidental qui, lui, a une démarche colonisatrice. C'est subtil, mais je pense que les Africains devraient faire attention à cela. Luis Kamako, j'ai envie de poser cette question. Vous voulez réagir? Je vais poser cette question. Ce rapport, est-ce qu'il arrange la France, vu aujourd'hui les tensions entre la France et la Russie concernant non seulement la République démocratique du Congo, mais également le Mali? Oui, je pense que toute proportion gardée, on peut répondre par l'affirmation, parce que quand vous avez suivi le zoom que les médias français ont fait sur ce rapport, vous allez juste comprendre que quelque part, en fait, ça arrange la France, mais pas que, parce que on sait aujourd'hui que la France veut justement, ou bien il y a un sentiment anti-français, non seulement en SCA, mais sur tout le continent africain. Donc aujourd'hui, tout le monde, ça dit que c'est de bonnes guerres entre cette France-là et la Russie. Maintenant que l'Organisation des Nations Unies vient de pointer du doigt, enfin, vient d'accuser en fait les soldats russes des actions, ce sera peut-être un argument pour la France en fait de continuer par conquérir son sol. Mais au-delà de tout, je pense que Horus l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui il y a un sentiment pro-russe juste parce que la Russie, dont on parle, la Russie, elle n'a pas été colonisée, la Russie n'a pas été colonisateur, mais la Russie a étudié, moi, à mon avis, de bout en bout la colonisation. Et la Russie sait aujourd'hui, en fait, ce qui est bon pour les coloniser et ce qui n'est pas bon pour eux.
Parce que la Russie même en fait, lors de la Deuxième Guerre mondiale, on a vu ce qu'elle a subi. Donc aujourd'hui, je ne vois pas la Russie venir sur le sol, en fait, que ce soit en République centrafrique ou bien sur le sol malien, comme tu le dis, et refaire les mêmes erreurs que le métropole ou bien le colonisateur. C'est indubitable. Oui, il va chercher, la Russie va chercher ses intérêts, mais les coloniser, ou bien ce sera un partenaire, ça sera un partenariat entre les États, ce sera plus une question de dominant et dominé. Donc je pense qu'il y aura un accord, des conventions claires qui seront signées entre les États, à ce que si les États ont la présence d'esprit. Voilà, justement, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas Aujourd'hui, ça dit que les choses vont très vite, nous sommes à l'ère du numérique, tout se fait toujours savoir, peu importe les conditions dans lesquelles elles se déroulent. Donc les Africains ont été bien colonisés jusque-là, ils ont su ce qu'on appelle colonisation, ils vont peut-être se servir des leçons, c'est-à-dire qu'ils ont appris la leçon de l'ancien colon, et dès qu'un nouveau ou bien un néo-colon sera là, ils seront commencés à adapter. Ah oui, je voulais dire que l'erreur que la France a commise en Centrafrique dans les années 70, c'est-à-dire le couronnement de Bokassa comme empereur par le président en exercice Valéry Giscard d'Estaing. Ça, c'était grave. C'était grave. Moi, jusqu'à ce jour, je ne digère pas. C'était un événement inoubliable. C'est grave. Est-ce que, à l'époque, pourquoi pour une poignée de diamants? Ils étaient potes. Un chef d'État français qui a accepté ça, ce n'est pas bien. Et la suite, on la connaît. Non, mais c'est pire, il a même financé ça. Il a financé pleinement. Et voilà la suite. Ce qui veut dire que sans les pays africains, la France n'a pas de valeur. Et quand Jules Ferry disait à l'époque que l'Algérie était le prolongement de la France, les Algériens étaient furieux. Et en 1956 et en 1954, on commençait la guerre avec les Français sur le territoire algérien. Il y a eu des morts de chaque côté. Et par l'accord d'Évian, en 1962, on a mis fin à la guerre. L'Algérie a été indépendante en juillet 1962. C'est ça. Je vais tout juste terminer. Il y a quelque chose, justement, c'est un plateau de journalistes. Il y a quelque chose de vicieux, justement, qui vient des médias à l'extérieur. C'est un terme de terminologie. Généralement, lorsqu'on parle sur des questions comme ça, on taxe les gens d'anti-français. Ouais. Mais en réalité, il s'agit d'anti-politique française. Il n'y a pas d'anti-français. Il y a une différence. Il n'y a pas à opposer des peuples à un autre. Voilà. Et par contre, il est tout à fait légitime. Voilà, il est tout à fait légitime que des Africains qui, à un moment, prennent en possession leur histoire, la revisitent, voient, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas cachées, c'est que généralement, on a dans le stéréotype toujours que les populations africaines sont, comme on s'imaginait au départ, pas très informées, pas très intéressées par l'information, pas très curieuses et ainsi de suite, alors que c'est tout à fait l'inverse. Vous avez toute une classe d'Africains actuellement qui s'informent, qui lit, qui recherche, qui se pose des questions, parce que justement, ils remarquent que leur quotidien ne va pas dans le sens qu'il faudrait. Donc, il ne faut pas opposer les peuples au peuple. Il s'agit, je m'adresse surtout aux médias étrangers, il s'agit de sentiments anti-politique française. Il n'y a pas à opposer des peuples et des peuples. Même si, oui, effectivement, grâce à ce type de politique, d'autres peuples peuvent être avantagés par rapport à d'autres. On a applaudi la France quand elle a empêché les djihadistes de prendre Bamako. 2012-2013. On a applaudi cette intervention. Mais après, on n'a pas compris qu'ils aient laissé Kidal. Après, on a compris que la France a fait une sélection entre les peuples, en étant du côté des Touaregs, en empêchant l'administration au niveau de Kidal, parce que elle avait un agenda caché. Et la suite, on la connaît. 2 journalistes français sont tués là-bas. Et la dernière fois, ils ont tué quelqu'un en disant que parmi les tués, il y a un qui était auteur de l'assassinat des journalistes. Tout ça, ça fleure de
je sais pas. C'est ça qui irrite finalement. C'est ça qui irrite finalement les peuples africains. Quand la France va quelque part, elle doit faire un choix. Je suis venu pour vous aider. Il faut que les aides soient palpables, visibles et correctes. Il n'y a pas d'amis, on n'a que des intérêts en politique, certes, mais il faut que les populations que vous voulez aider reconnaissent, voient elles-mêmes ce que vous êtes venu faire comme appui. Pour le moment, mais pour le moment, ça ne se voit pas. On ne voit rien de tout ça. Je ne suis pas contre la France, mais la France n'a qu'à appliquer une politique gagnante pour les deux parties. Personne n'est contre la France. D'ailleurs, moi, j'adore la culture française. On va passer... Bon, on l'a éliminé la dernière fois. Moi, j'ai applaudi. J'ai bu de l'euro. Burkina Burkina Faso marche contre l'insécurité. L'opposition mal inspirée. Le président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, a appelé l'opposition et la société civile à surseoir aux marches et meetings projetés contre l'insécurité dans son pays en proie à des attaques djihadistes de plus en plus meurtrières. Alors, des marches, on va donner la parole à Luis, qui sont organisées là-bas à Bobo Dioulasso, à Ouagadougou et autres contre l'insécurité. On a appris à la dernière minute que le ministre de la Sécurité a été limogé et quelques cadres du gouvernement également. Le ministre de la Défense aussi. Le ministre de la Défense également. Oui, je pense, est-ce que le contexte aujourd'hui, le contexte actuel s'y prête à ces genres de manifestations? Nous sommes peut-être dans ce qu'on appelle dans presque tous les pays un état d'urgence sanitaire où on est en train de réduire un certain nombre de libertés pour les citoyens. Le gouvernement de Ouaga s'inscrit aujourd'hui dans cette dynamique-là, je crois. Mais au-delà, ce qui se passe, c'est que, vous l'avez dit, que le pays est en proie à des attaques terroristes récurrentes meurtrières depuis des années. Aujourd'hui, on parle de 1 500 000 en fait, de personnes en fait, qui ne sont plus au foyer parce qu'elles sont contraintes en fait, à l'exil. Ça veut dire que la situation, elle est criarde. Le phénomène, il est impactant et il faut plus en fait chercher à créer des occasions qui vont en fait permettre aux djihadistes d'opérer davantage. Quand vous manifestez et que vous n'avez pas les moyens de contrôler les manifestants, on appelle souvent les éléments incontrôlés qui s'y filtrent. Et c'est ça, vous ouvrez en fait la voie aux djihadistes ou bien aux terroristes qui vont s'opérer davantage. Je crois, moi, à mon humble avis, que le gouvernement, en fait, Kaboré, M. Christian Kaboré est dans cette dynamique aujourd'hui. C'est d'arriver, en fait, à ne pas activer le feu, c'est-à-dire que c'est de ne permettre à ce que on arrive à résoudre, en fait, le problème de terrorisme au lieu de continuer par en créer d'autres. Fioclou, on avait senti le balai citoyen par la voix de ces cadres, dont Smoky, qui... voilà, a eu à jeter véritablement le propre sur le gouvernement burkinabé. On a vu également le chef de file de l'opposition, Edi Kamboibo, qui avait réagi également. Finalement, c'est toute la société burkinabé qui est révoltée contre le gouvernement. Non, le problème ne se situe pas là. Quand tu es à l'extérieur du gouvernement, tu ne sais pas ce qui se fait, ce qui se trame. Le chef de l'État burkinabé a compris l'appel du peuple. C'est pourquoi il a fait ce remaniement en faisant partir le ministre de la Sécurité et le ministre de la Défense. Et il a lancé un appel en affirmant que le doute pour vaincre, le doute de la capacité du Burkina à vaincre les ennemis n'est pas permis. Et il a ajouté qu'il veut la collaboration entre les forces de défense et de sécurité, la population et les équipes d'autodéfense. Et cette union permettra de faire front commun contre ces djihadistes. Vous êtes en situation difficile. Et ceux-là qui vont au front et qui sont tués, c'est la famille qui enregistre des pertes. Ils sont dans des bureaux climatisés. Les djihadistes vont dans des villages, tuent des gens,
au niveau des églises, au niveau des marchés. La dernière attaque, c'est celle de Solvang. Tout ça là. Or, eux, ils sont dans les bureaux climatisés et ils veulent donner le ton. La situation ne s'y prête pas. Celui qui l'a nommé ministre délégué chargé de la défense, c'est une icône de la sécurité de la défense compte tenu de son cursus et des postes occupés. Celui de la sécurité, pareil. C'est qu'il a compris qu'il faut changer de méthode afin de contrer les djihadistes. Et moi, je pense que dans les jours à venir, déjà des résultats sont observés. Ils vont sur le terrain, ils tuent des djihadistes, ils font des captures, et cela leur donne des renseignements pour les futures opérations. Et je pense qu'il a compris, et c'est là où il lance l'appel en disant que ces marches sont inopportunes. Maurice Donkovi, ouais, le président Roch Marc Christian Kaboré a compris, il a fait ce qu'il peut faire, mais est-ce que ça suffit véritablement? Les gens parlent également de ceux-là qui ont eu déjà à diriger le pays, dont Blaise Compaoré, Djibril Bassoré et autres qui peuvent également apporter leur expertise. Bon, mettons que pour moi, il faut détricoter. La chose très à la mode qui consiste à, si vous voulez, blanchir un certain nombre de personnalités sous prétexte de stabilité, pour moi, est quelque chose de très vicieux. Que ce soit M. Bassolé ou que ce soit M. Diendéré ou Blaise Compaoré, on dit, oui, que voilà, ils ont assuré la stabilité du pays, il n'y a pas eu d'attaque, et ainsi de suite, mais on ne dit pas comment. Et souvent, moi, j'aime à préciser que lorsque vous citez ce genre de personnalité, il ne faut pas oublier que la logistique, le renseignement, le renforcement, l'entraînement des troupes ne sont pas d'eux. Ce sont des puissances extérieures qui envoient des experts, parfois même dans les gardes présidentielles, et ce sont elles qui s'assurent de la formation, de l'entretien logistique, de l'entretien matériel, et ainsi de suite. Donc lorsque on a des personnalités qui sont déboulonnées comme ceux-là, qui vont dans d'autres pays, et qu'on a un pays comme le Burkina, où on a toute l'instabilité qu'il y a, je pense que il faut puiser dans l'histoire. Il y a un, et puis deux, il faut se méfier des terminologies. La terminologie à la mode, c'est quoi? C'est de dire terroriste. À la base, quand je remonte un peu plus loin, quand on parlait de terrorisme, c'était l'OLP qui met deux personnes dans un avion qui font exploser. On dit terrorisme. Bien, c'est un individu qui va avec une calache, qui va tirer dans un magasin, on dit terroriste. Mais il pose des bombes. Il pose des bombes et qui part. Il ne s'agissait pas de groupes armés pouvant pouvant occuper une région donnée, attaquant des positions nationales, jusqu'à massacrer des gens, occuper des villages. À ce moment, c'est plus du terrorisme, c'est de la guerre. C'est de la guerre. C'est plus du terrorisme. Ce ne sont plus des gens qui viennent déposer une petite bombe, tout ça. Non, il s'agit de guerre. Maintenant, que fait-on dans le cas de nos États africains? Que fait-on quand il y a de la guerre? Ceux qui prétendent nous conseiller, nous alimenter en matériel, en expertise et ainsi de suite, qu'ont-ils fait, eux, quand ils devaient chez eux défendre le territoire? Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait deux choses. Ils ont fait trois choses. La première, ils ont sécurisé tout ce qui était économique. De Gaulle, lorsqu'il fait son appel, la première des choses qu'il fait, c'est avoir le soutien de Félix Eboué de l'AEF pour pouvoir avoir tous les approvisionnements de l'Afrique centrale. On s'aperçoit enfin que l'Afrique centrale est riche. Deuxième chose, comment dirais-je, la conscription. Étonnamment, personne ne veut parler de conscription. À la Révolution française, quand les Européens se sont rendus compte que la France est un exemple qui ne doit pas être reproduit dans les autres royaumes, on a attaqué la Révolution française. Qu'ont fait les révolutionnaires français? Ils ont fait de la conscription.
Les États-Unis, pour l'indépendance américaine, conscription. Ça veut dire qu'à un moment, et même dans la conquête de l'Ouest, lorsque vous aviez, et cela se faisait en Afrique dans les royaumes, lorsque vous aviez une attaque ou la défense du territoire, vous êtes obligé d'aller chercher chez les gens des hommes capables de défendre. Vous faites une conscription. Ils appelaient ça des possis. En Afrique, on va chercher à l'intérieur des peuples pour les associer. Et d'ailleurs, il y a cette anecdote-là, et moi je ne l'ai compris qu'à travers d'une interview de gens de l'extrême droite américaine qui expliquait pourquoi ils ne veulent pas qu'on leur retire le permis du port d'armes. Ils disent, lorsque l'État américain s'est construit, mais l'arme, c'est ce qui leur permet d'assurer leur liberté. C'est ce qui les permet de protéger leur droit de penser, le droit de s'exprimer. Et vous avez des pays comme la Suisse qui, jusqu'à présent, tolèrent le permis de port d'armes. Tout simplement pour dire que le problème des États africains, c'est que lorsque vous devez changer de stratégie et que vous devez associer la population, vous ne pouvez pas associer une population qui n'est pas impliquée, qui n'est pas informée et qui ne se sent pas concernée par la lutte du territoire. Vous ne pouvez pas restreindre la liberté de parole, d'expression, les prétentions d'un peuple lorsque vous avez besoin de ce peuple pour défendre le territoire. Ce qu'on dit au territoire africain attaqué, c'est qu'on dit aux gens, restez à la maison, ne vous inquiétez pas, nous gérons. Faites les taxes, payez les douanes, nous gérons. Nous gérons avec qui? Nous gérons avec des Occidentaux qui vont amener du Conseil, qui vont amener l'État avec l'ONU et ainsi de suite et tout ça. Même pour les vivres, même chose, nous gérons avec les autres. Mais les populations, qu'en fait-on? Je vais donner un exemple. Lorsqu'il y a eu le conflit au Mali, c'est quelque chose qui m'a étonné parce que quand il y a eu le conflit au Mali, des jeunes se sont spontanément levés pour constituer des groupes d'autodéfense. Et ce qui, moi, m'a étonné, c'est que l'État a été incapable d'absorber ces jeunes-là. C'est grave. C'est-à-dire, on est en train de dire que, par exemple, si nous étions au Togo, vous avez des gens peut-être à Mango qui sont attaqués. D'accord? Vous n'avez pas les capacités de les défendre. Les jeunes qui se lèvent pour défendre leur localité, vous n'avez pas de capacité pour les absorber, pour les encadrer, pour les mettre dans un creuset national de défense nationale du territoire. Donc, au final, ça devient quoi? Ça devient des groupes d'autodéfense qui sont là, qui errent, et qui peuvent constituer un nouveau départ d'instabilité pour la nation qui va venir. Comment fait-on? Et c'est ce qui s'est passé en Centrafrique. En Centrafrique, on a eu des groupes d'autodéfense qui n'ont pas pu être absorbés par l'édifice national. Ils auraient été absorbés, ceux-ci auraient fait partie de l'armée nationale. Mais ils n'ont pas été absorbés. Donc au final, ils sont devenus eux aussi un groupe subversif. Et maintenant, on ne sait même plus qui est avec Bozizé, qui est avec la série qui est... On ne sait même plus qui sont. Donc à un moment, lorsque on a des États africains, vous avez un problème au niveau de vos économies, vous avez un problème au niveau de vos finances, vous avez un problème au niveau de, ne serait-ce que la gestion du quotidien, ainsi de suite. Vous n'avez pas d'armée. Votre armée, elle est composée d'officiers formés à l'extérieur, revenus de l'extérieur, qui doivent être maintenant, comment dirais-je, appuyés par des éléments de l'extérieur qui vont leur conseiller. Bon, comment est-ce que vous faites ça? Et il faut changer ça. Le Burkina, actuellement, ils ont des groupes d'autodéfense. Ils ont eu les logos. Ils ont des gens qui manifestent et ainsi de suite. Ils vont faire des manifestations. Ce n'est pas mauvais, les manifestations. Ce n'est pas mauvais dans le sens où ça contribue au ciment national. Si c'est dans ce sens-là, oui, c'est pas mauvais. Si c'est dans le sens où on demande à l'État, mais qu'est-ce que vous faites et comment vous vous organisez, ce n'est pas mauvais. Si c'est dans le sens où l'État peut réorganiser la défense de l'État, ce n'est pas mauvais. Mais maintenant, là où ça peut être dangereux, c'est lorsque on peut rentrer dans de la politique vicieuse, ainsi de suite, qui peut... Et si je vous retire également la parole pour quelques minutes pour le journal, c'est pas aussi mauvais. Ça serait possible. On va marquer donc la pause, Fioclou et Luis. On revient.